Bonjour et bienvenue au lit avec l'industrie. Je suis Nathalie Lacombe, votre coach et Cupidon dans votre carrière et dans vos affaires. Et ça me fait énormément plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 4e saison déjà de ce balado grâce à vous qui sont à l'écoute et grâce à nos invités tellement généreux. Lors de cette saison, les invités vont partager des trucs, des astuces, des idées pour vous soutenir dans votre succès, soit dans votre communauté ou même à l'international. On va nous faire voyager un peu avec la saison du podcast cette année. Profitez des moments de réflexion, des moments de partage pour soutenir votre carrière qui pourrait être absolument plaisante, agréable, profitable et durable. Un gros merci tout particulièrement pour notre partenaire dans cette saison, XFIT, le premier logiciel des professionnels de la forme pour la création de programmes, pour le suivi des objectifs d'athlètes et de sportifs, pour les tests physiques, pour la gestion complète de l'activité physique, et ça l'intègre un assistant virtuel. Super agréable d'avoir un assistant qui nous soutient. Cet assistant qui travaille avec nous sur les programmes, les messages, les alertes de suivi. En plus, XFIT nous offre généreusement, vous offre généreusement 40% de rabais sur vos 3 premiers mois. Alors, vous pouvez voir le lien dans les notes de ce balado ou encore communiquer directement avec moi et ça va me faire plaisir de vous les faire connaître. XFIT qui est très généreux et merveilleusement là pour soutenir les professionnels de l'activité physique. Alors, je vous souhaite bonne écoute et au plaisir de vous voir très bientôt. Bonjour à vous tous et bienvenue au lit avec l'industrie. Cette édition qui est multinationale aujourd'hui. Je suis Nathalie Lacombe, votre coach et Cupidon dans votre carrière et dans vos affaires. Et ça me fait énormément plaisir d'inclure dans notre balado aujourd'hui un collègue et un ami qui, je dirais, de la France ou qui est en France, en tout cas en ce moment. Bonjour et bienvenue. David Hurst, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Nathalie, comment ça va? Ça va super bien, merci. Ça me fait grand plaisir de t'avoir avec nous. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas David, il est diplômé en éducation physique et en sciences sportives. Il a commencé sa carrière d'entraîneur à la fin des années 90 à Londres. Il a commencé à créer des systèmes de développement, étant donné que c'est un passion du développement de la croissance et de l'éducation. Et il livrait ça à partir de 2002. Il a depuis formé plus de 3000 entraîneurs et gestionnaires en activité physique. Son métier vraiment, c'est de améliorer le côté affaires et business des entraîneurs ou des personal trainers, comme on les appelle, essentiellement le moteur de fidélité des clients puis du parrainage des clubs, des gestionnaires, des entraîneurs de fitness comme ça. Donc, sa mission, c'est d'améliorer la santé et le bien-être du plus grand nombre de personnes. Et il fait ça grâce à son soutien et ses formations pour les entraîneurs. Alors, merci d'être avec nous et de prendre le temps de partager tes trucs et astuces pour nous tous dans nos carrières, David. Bonjour. Merci bien fort pour cette présentation. Ça me fait plaisir. Écoute, allons au lit, allons au boudoir pour commencer. Tu nous Yeah. parles un peu dans quoi tu dors normalement? Qu'est-ce que tu portes au lit? Oh, typiquement, j'ai un pyjama Bugs Bunny avec. Alors, je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui, mais souvent, ce serait ce genre de choses. Ça va nous prendre une photo. Ça va nous prendre une photo parce que je ne sais pas si on est capable de Ouais, s'imaginer ouais. suffisamment pour ça. Et écoute, parle-nous un peu de pour toi pour être capable de faire ce que tu fais, d'être à ton meilleur. Ça ressemble à quoi ton heure de coucher, ton heure de réveil? Donc, heure de lever le matin, c'est peut-être 6h30, 7h. Ça dépend qu'est-ce qui s'est passé la veille. Mouvement dans la famille, etc. Donc, ce qui va amener à peut-être se coucher entre 23h et minuit. Donc j'aimerais bien dormir un petit peu plus, mais malheureusement, les circonstances de la vie ne permettent pas d'avoir tout ce qu'on veut.
J'apprécie. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous. Allons-y directement dans le métier de ce qu'on fait en activité physique. Je remarque, et c'est sûrement en lien avec ce qui va se passer pour les Olympiques bientôt, mais le concept de sport santé semble avoir pris un élan en France. Est-ce que depuis que c'est plus publicisé, plus valorisé, que ce soit au niveau du gouvernement, de la société, etc., est-ce que tu vois un impact sur notre industrie? Est-ce que le type de clients et leurs objectifs qu'ils amènent dans les clubs auraient changé depuis cette vague plutôt sport santé en France? Ouais, enfin, il y a deux réponses à cette question, je me Oui, permettrai. La oui. notion sport santé en soi, devient très tendance, dans la mesure auquel on s'est beaucoup, bien plus partout appuyé sur cette expérience covidien, du fait qu'on a constaté que le surpoids ou le manque de sport ou le manque d'activité physique étaient des forts risques de maladie. Et cet épisode qu'on a traversé a beaucoup appuyé sur cette notion de sport santé. Euh, et les deux parties de ça, la partie gouvernementale, c'est beaucoup d'écrans de fumée pour faire semblant que les politiciens font quelque chose. Donc, Mm. ils vont créer ce qu'ils disent des nouvelles dispositifs à faire semblant, qui créent des actions de faire en sorte que les médecins puissent prescrire du sport santé et d'envoyer les gens dans les clubs de fitness. En réalité, l'efficacité de cette, entre guillemets, volonté politique, c'est plus un effet de communication pour faire style qu'ils font quelque chose pour se faire élire aux prochaines élections, plus qu'autre chose, hein, dans son efficacité en soi. Mais en dehors de ça, il y a une réelle Mm. tendance et une réelle attente parmi la population lorsqu'ils s'affrontent à un club de fitness dans leur attente de soit entretenir, soit améliorer leur santé, de réduire leur taux de cholestérol, tension artérielle, ils ont mal au dos, ils sont stressés, ils dorment mal, la santé mentale devient un vrai gros problématique parce qu'on a plus que jamais coupé les liens avec les gens, plus que jamais passé notre temps avec nos nez dans nos téléphones, regarder Instagram, regarder les gens qui sont plus beaux que nous, qui nous font ce sorte de déprime par comparaison avec les autres. Donc, ça, c'est un réel changement dans les attentes des gens. Et le réel changement arrive lorsqu'il y a des entraîneurs qui peuvent connecter avec ça, qui peuvent travailler d'une écoute active avec leurs clients, à découvrir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment des gens et quel impact ça va porter dans leur vie. Et quand ils peuvent appliquer des solutions holistiques à ces problématiques-là, là, on a un réel gain. Mm. Voilà, donc quand les acteurs ce qu'on appelle la remise en forme en France ou du fitness, quand ils peuvent connecter avec ces choses-là et proposer, typiquement, on a tendance à travailler avec des entraîneurs personnels sur trois gros axes. Quand ils sont en entretien avec leurs clients, on travaille sur des axes d'activité physique, alimentaire et gestion du stress. On les fait faire un écran sur 21 facteurs de risque pour faire en sorte qu'ils puissent connecter avec toute l'hygiène de vie du client. Et Mm. quand il y a des coachs qui arrivent à faire ça de façon efficace, ça ensuite, ça impacte non seulement le résultat avec le client, mais aussi avec le bouche à oreille et la réputation positive de part de l'entraîneur. Donc là-dessus, on a comment dirais-je, il y a un début de progrès là-dessus, mais encore tellement à faire en matière de compétences des entraîneurs, à travailler sur leurs compétences et leur expérience client lorsqu'ils coachent les gens. Mm. Mm, j'apprécie, merci. C'est Ouais. c'est semblable un petit peu, je pense, ce qui se passe ici au Canada et un petit peu plus en Amérique du Nord, mais certainement au Canada. Donc, j'aime bien voir que c'est peut-être le futur, peut-être pas nécessairement le présent, en somme, mais on espère bien le futur quand ça vient à ça. Écoute, je vais te mettre tout de suite dans le show, là, je vais poser une question, peut-être difficile, mais dis-moi. Tu as vu en tant que coach de gestionnaire, etc., au niveau de l'entraînement privé, des centaines d'entraîneurs réussir dans leur carrière et malheureusement des milliers quitter le métier parce qu'ils n'étaient pas capables de réussir. Si tu avais à choisir une compétence Mhm. qui fait la différence entre réussir ou pas, qu'est-ce que ça serait, David?
Compétence numéro un, la Mm, vente. mm, Pas de vente, pas de client. Pas de client, pas de chocolat, pas de bras, rien. mm. Donc, on a un gros problématique d'apprentissage à la vente. C'est la clé qui permet d'ouvrir toutes les portes. Et malheureusement, on a trop de coachs qui ont des problématiques avec ça. Alors, à savoir qu'il faut abattre un mythe là-dessus, c'est que les coachs français s'estiment avoir un problème là-dedans et ils me disent toujours oui, mais l'argent, c'est toujours tabou en France c'est malheureusement un problème de partout. On a des études pan-européennes avec le travail que je fais avec Europe Active et on s'en aperçoit que les enquêtes, par exemple, en Grande-Bretagne, là où il y a massivement plus d'entraîneurs personnels que la France, même là-bas, le critère numéro un, la compétence qui manque le plus, c'est celui de la vente. Donc, si on n'arrive pas à bâtir un projet ensemble ou créer une belle expérience lorsque quelqu'un vient pour un renseignement sur vos services, si on n'arrive pas à créer une belle expérience à ce moment-là, eh bien, ça présage mal pour la suite et les clients finissent par ne pas acheter. Mais Donc, qu'est-ce qui fait, c'est quoi qui fait la différence? Est-ce que c'est que des gens qui sont intéressés à devenir coach ont une très mauvaise compréhension de ce que ça prend de réussir dans le métier? C'est pourquoi ça serait si difficile? Est-ce que c'est l'espèce d'avatar d'un coach et quelqu'un qui réussit en vente n'ont pas une bonne connexion? Pourquoi c'est si difficile pour les coachs de devenir à l'aise avec la vente? alors, ça ne devrait pas l'être dans la mesure auquel, si vous voulez être bon en vente, c'est très semblable à être bon en sport. OK? OK? Et bon nombre de coachs sportifs ont réussi à faire ce cap parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une régularité, il faut s'entraîner. OK, donc pour devenir bon en sport, hein, si vous voulez être bon en 110 mètres haies ou bon à soulever des poids de musculation, il faut pratiquer régulièrement à sauter par-dessus des haies ou soulever des poids, hein. Il y a pas de secret. Donc malheureusement, je pense qu'il y a un double biais. Le premier biais, c'est lorsqu'on passe notre diplôme, on passe beaucoup de temps à faire énormément de techniques de physiologie, de biomécanique, de techniques d'entraînement et Mm, très peu de communication interpersonnelle et à travailler sur ses compétences en vente et à répéter et entraîner régulièrement. Donc, donc de ce fait, donc ça c'est le premier biais, c'est par défaut de contenu de diplôme. La mm, deuxième problématique, on a une problématique de profil de mm. personnes qui se mettent à devenir entraîneurs. On sélection par défaut les gens qui ont passé beaucoup de temps à faire du sport et non pas les gens qui ont passé du temps à vendre ou à s'entraîner en vente ou s'entraîner en communication interpersonnelle. Et il y a beaucoup estiment que on l'a, on l'a pas, que c'est quelque chose d'inné, que c'est quelque chose de naturel. Il n'en est absolument rien. Cela nécessite absolument d'établir des structures et s'entraîner. Alors, moi, je suis le pire exemple de compétences naturelles à vendre. Je suis un anti-vendeur naturel. Je suis un anti-empathe. J'ai une filtre qui m'empêche d'avoir de connexion empathique avec les gens. Déjà, je suis autiste Asperger et ça me crée des freins dans les communications avec les gens. Donc, je suis forcé et obligé de créer des structures m'obligeant à établir des étapes et savoir quelle étape on est et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que va dire la personne et qu'est-ce que je vais répondre à ça et structurer toute la discussion à l'avance. Donc, ça me met d'office dans un fort difficulté mais c'est aussi important pour tous les entraîneurs de structurer leur approche en vente et s'entraîner dessus. Et il ne faut pas dire oui, mais les autres réussissent parce que c'est naturel. Non, ça n'a rien de naturel. Vendre, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qu'il faut s'entraîner dessus. Et je pense que beaucoup de personnes, ils se plient à cette croyance limitante, à se dire oui, mais moi, j'ai du mal à faire ça, donc je serai toujours mauvais à dire ça. Mm. Donc, c'est toujours mauvais à faire ça. Donc déjà, ils tuent la naissance de leur entreprise dans l'œuf. Se disent, oui, mais moi, je ne suis pas bien pour faire ça. Et où ils estiment que puisque c'est pas naturel, c'est faire semblant. Et ce n'est pas une question de faire semblant, c'est juste une question de se dire, qu'est-ce que je veux faire et je m'entraîne pour ça. Mm.
Donc, tout le monde, il faut savoir que tout le monde peut apprendre à vendre. Mais il faut juste se donner le temps de structurer ce qu'on va faire et se dire, OK, maintenant, je vais faire mes entraînements. Et qu'est-ce que j'entends par entraînement? Ça veut dire que, OK, je scripte ce que je vais dire, ce que je vais faire, quels sont les types de questions que je dois poser. Il y a bon nombre. Et après, je me mets à l'entraînement, je fais des jeux de rôle, je travaille sur mes jeux de rôle et ensuite, je reçois un feedback externe. Hmm. Quand vous C'est faites, quand drôle, vous... c'est intéressant parce que j'ai l'impression que pour, tu sais, j'imagine certains entraîneurs, ce que tu leur demandes de faire, qui pour eux semble pas naturel et pas et difficile et tout le reste, c'est ce que la majorité de la population pense du conditionnement physique. Mais nous, en tant que coach et entraîneur, on trouve ça simple, on trouve ça simple, on trouve ça naturel et on va donner la structure à quelqu'un d'autre, on va le faire. Alors, il y a un petit peu de comme, tu sais, coaches need coaches. C'est que la manière que eux voient ça, que c'est, ben, je l'ai pas dedans, c'est pas naturel chez moi, je serai jamais bon pour toutes ces choses-là. C'est comme la majorité de la population parle de l'activité physique, mais on est très marketeur de leur dire, bien non, tout ce que ça te prend, c'est, on est très cheerleader, on leur dit, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais pour une raison ou une autre, on ne voit pas la vente comme la même chose. Pourtant, c'est très, comme tu dis, c'est très similaire. La même manière qu'on entraîne quelqu'un qui ne serait pas un athlète naturel, ben, on ferait la même chose pour nous autres. Disons que si vous voulez amener cette idée de ce n'est pas naturel de le faire Mm. à l'extrémité, eh bien, oubliez votre maison, oubliez votre téléphone, oubliez Internet, Ouais. oubliez votre ordinateur, oubliez Mhm. l'électricité, allez vivre dans une cave quelque part sans vêtements. Voyez combien de temps vous tenez à faire ça, parce que ça, ce serait naturel. Ce qu'on est venu au monde, ce qu'on est venu avec au monde, ça, c'est ce qui est naturel. Mm. OK? Pédaler un vélo à l'intérieur d'un bâtiment, ce n'est pas avec de la musique, ce n'est pas naturel, c'est fabriqué par l'homme. OK? Exactement, Les barres exactement. de Mm. musculation ne sont pas naturellement, ça ne pousse pas sur les arbres des barres de musculation. Mm. Ce sont fabriquées par Eleiko ou Rogue ou ce que vous voulez. Mm. Donc des barres et des charges de musculation, des haltères, des kettlebells, tous ces trucs-là, ça n'a rien de naturel. Mais vous pratiquez ces choses-là parce que ça fait du bien à votre... Pratiquer, c'est ça, c'est ça. Donc, si vous voulez dire que oui, mais c'est pas naturel ou je suis pas un vendeur naturel, bah, arrêtez de vous plaindre et embrassez ce qui n'est pas naturel. C'est Mm. quelque chose que je dis en formation, je dis, écoutez, si vous voulez faire du naturel, ok, vous êtes dans un ascenseur, vous avez envie de péter, ok, il y a plein de monde dans l'ascenseur, ok. Si vous voulez faire du naturel, vous vous laissez aller, vous pétez et vous empêchez l'ascenseur. OK? Non, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez entretenir des bonnes relations avec des gens, OK? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous serrez les fesses, OK? Pendant le temps du trajet de l'ascenseur. Vous attendez que tout le monde ait quitté l'ascenseur pour passer une bonne relation avec des gens, OK? Et vous lâchez une fois que les gens sont partis. Ça c'est, je fais des adaptations en fonction des autres, OK? Mm. Entretenir des bonnes relations afin qu'on puisse bien travailler ensemble. OK? Voilà. Donc, Dis-moi, c'est pas oui, forcément j'apprécie. faire ce qui est naturel parce que c'est pas un but Mm. en soi, faire ce qui est naturel. OK? Mhm. Il y a obligatoirement un C'est conflit faire ce qui est entre nécessaire, mais voilà, c'est ça. OK? Donc, Faire si ce qui est toi, nécessaire pour toi, aider plus de gens. Mhm. tu es dans ton lit, tu as une belle couette, tu as des belles trucs et un pyjama, c'est pour te tenir au chaud, non? Mhm. Donc, voilà. Et Au Québec, c'est nécessaire en décembre. surtout au Québec. Donc, si vous faites du naturel au Québec, vous allez crever de froid. Mhm. Donc, dis-moi, si on, autre que la vente, ou des compétences qui sont peut-être reliées à ça au niveau de l'interpersonnel, mais si tu avais quelque chose que tu voudrais voir une amélioration chez les entraîneurs, deux attributs qui peut-être comme l'étape entre les deux, qui les amènerait le plus possible, qu'est-ce qui ouvre des portes vers le succès? Si tu avais en souhaitant qu'ils en améliorent deux, ça serait quoi? Donc, l'entraîneur doit se donner la volonté de se mettre dans des situations, OK. volontairement des situations qui sont difficiles. OK? Donc c'est-à-dire que je me mets dans une situation de jeu de rôle à la vente et je reçois un feedback d'une personne extérieure, comme un coach sportif. On se fait coacher en vente et on se dit, OK, je me mets en situation,
je m'expose au fait que je vais faire des erreurs et que le coach, il va me dire, ah non, mais t'as pas fait le sourire au bon moment et t'as pas regardé dans les yeux, tu étais en train de regarder ta feuille. Donc, tiens, regarde-toi, tiens, j'ai attrapé les joues de mes clients et je vais les faire. Ça, c'est là où il faut que tu souris, tu regardes dans les yeux. Donc là, il faut que tu fasses la petite flèche sur la présentation tarif. C'est là où il faut que tu poses des questions. C'est là où il faut que tu t'aies. C'est là où il faut que tu aides la personne à s'exprimer davantage. Donc la personne vous a donné un début de réponse, mais il t'a pas livré tout son sac. Donc, à ce moment-là, plutôt que de continuer avec les questions suivantes, il va falloir que vous leur demandez, vous donnez de plus. Par exemple, répondre à la personne, c'est-à-dire, ou qu'est-ce que vous entendez par cela? Pourquoi c'est important pour vous? C'est ce genre de questions à remettre la balle dans le camp de l'autre qui lui permettent d'approfondir des vraies raisons, ce pourquoi est-ce qu'il vous a répondu ça, le truc qui lui fait vraiment mal. Le truc qui va vraiment changer sa vie, c'est aider la personne à s'exprimer, qui va aider la personne à réaliser en quoi c'est important pour lui d'investir du temps, de l'énergie, de prêter son corps à son entraîneur et se donner tout le mal et la douleur et l'essoufflement et les courbatures et la régularité et d'arrêter de boire du Jack Daniels et boire plus d'eau et manger un peu moins de biscuits, manger un peu plus de fruits et de légumes, etc. Donc, se donner tous ces investissements, ce n'est pas juste une question de donner de l'argent à son entraîneur. Si c'était simple, on irait voir un chirurgien. Mais donc, voilà, c'est se donner tous ces investissements, ça demande une certaine détermination de part du client. Donc, déjà, le coach, il doit se donner les armes pour accompagner son client à trouver la motivation pour franchir le cap de toutes ces motivations nécessaires. Parce que c'est dur de changer de façon de manger, c'est dur de changer de façon de bouger, c'est dur de se donner la régularité de se lever les fesses tous les matins et aller faire du sport. Et c'est dur d'investir du temps et de l'énergie là-dessus. Donc déjà, le coach, il doit avoir un regard sur lui-même et s'entraîner sur ces choses. Si lui-même est très compétent en sport, il doit s'entraîner aussi dans les autres parties de son business déjà. Ça, c'est le numéro un, c'est de s'entraîner dans cette chose qui est trop difficile. Okay. Deuxième chose, c'est que je vois trop d'entraîneurs déballer les compétences techniques, leur barème de VE2 max et de pourcentage de charge maxi et de répétition et où sont les insertions et origines des muscles et les cycles de Krebs et la physiologie, la biochimie de comment se produit l'ATP dans les muscles et toutes ces choses-là. Et n'ose pas travailler sur l'expérience client humain, n'ose pas travailler sur ce qu'on appelle des séquences de coaching. Alors, c'est principalement ce qui permet de créer des expériences dans la séance de sport quand il se pense aux gens. C'est quand le coach il travaille sur ces séquences de coaching, à travailler sur l'ordre de le type de cueing qu'il va donner, les types d'informations qu'il va donner et à quel moment, au début, à la fin de l'exercice, ce n'est pas du tout les mêmes types d'informations. Et on voit trop de coachs privés d'armes pour créer des expériences. Ils dispensent des exercices, mais ne passent pas à l'étape supérieure à créer des expériences. Et quand ils ont travaillé sur l'ordre et les types d'informations et ensuite intégré des cueings visuels-auditifs kinesthésiques, et je souligne les kinesthésiques qui manquent gravement, il y a trop grand nombre de coachs qui ne savent pas où toucher et quand toucher, à quel moment précis, d'une seconde à un autre ou même d'une demi-seconde à un autre, ce n'est pas le même endroit qu'il faut toucher pendant un exercice. Donc, ça prive de motivation le client et d'expérience. Et l'impact que ça donne, c'est que quand le coach il délivre sa séance de personal training dans un club de fitness, il y a d'autres clients qui sont tout autour, qui sont en train de vous regarder. Et ils peuvent avoir une de deux réactions. Ils peuvent se dire, waouh, cet entraîneur-là, ça déchire, ça doit être super, super bien de s'entraîner avec lui, j'aimerais bien avoir ça. Donc, cette personne est en train d'intérioriser cette idée-là, en train de se dire, waouh, c'est génial, il doit être super efficace ce coach. Et la prochaine fois que vous allez parler avec cette cliente, si vous faites le tour de la salle, vous dites bonjour madame, comment ça va votre entraînement? Ah oui, justement, j'ai vu comment vous entraînez les gens, ça a l'air pas mal. Ça part déjà dans une direction vers votre prochaine vente. Et l'option contraire,
c'est que les clients qui sont sur leur vélo en train de vous regarder entraîner quelqu'un, ils peuvent se dire, bof, je ne sais pas pourquoi le client paye le coach. Mhm. Ils peuvent se dire, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un paye un coach qui passe son temps à coacher les répétitions, à compter les Mhm. répétitions. Compter Mhm. des répétitions, ça ne sert à rien. Les Mhm. clients savent déjà compter. On n'a Mhm. pas besoin d'apprendre ça aux gens. Oui, surtout si c'est un bon défi, on les compte. Yeah, ouais. Donc, voilà. Effectivement. Donc, OK. donc, ça porte tellement d'impact sur le business d'un coach, c'est que les coachs ne travaillent pas sur leur expérience client, et ça revient aux problématiques de la vente, c'est de se mettre en situation, c'est de délivrer des sessions et demander d'autres coachs de leur faire un feedback. Mm. OK? Voilà. Parfait. D'un autre côté, si on regarde, fait que ça, c'était ce que tu vois au niveau des opportunités d'amélioration. Mhm. Si tu regardes, allons-y en 2024, et ce que tu vois autour de toi, les coachs, les gestionnaires, etc., les clubs, qu'est-ce que tu vois qui se passe dans notre industrie qui te rend optimiste? Qu'est-ce qui t'inspire à voir autour de toi? Alors déjà, il y a des gros facteurs de croissance. Quand on regarde tout autour de nous, dans les pays européens, on s'en aperçoit des clubs qui ont 10 ou 15 personal trainers par club, à temps plein, faisant que ça. Donc, ça, c'est monnaie commun. Il y a une chaîne qui s'appelle Fitness Hut au Portugal. Sur leurs 43 clubs, ils ont 660 personal trainers à temps plein qui payent leur loyer, qui sont complets et qui font un super business. Donc, j'ai un ami qui s'appelle Mehdi Némé, qui a une quinzaine de clubs Basic Fit à Bruxelles. Il a une moyenne de 12,7 personal trainers par club. Donc, là où dans les mêmes clubs de la même chaîne en France, on a une moyenne de 2,6. Donc, on s'en aperçoit, il y a une grosse différence de méthode et d'accompagnement. Et donc, on s'en aperçoit qu'il y a du croissance dans le personal training qui est vraiment une grosse source d'optimisme. Et ça, c'est nourri à la fois par cet effet post-Covid, mais ça a commencé avant ça, hein, c'est notre montée à travers la pyramide de Maslow. Donc, c'est des attentes des consommateurs qui attendent à être coachés, à recevoir une grandiose expérience à travers leurs achats et attendent d'être coachés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mm. Et plus on avance dans les sociétés industrialisées, plus on grimpe à travers des échelons du pyramide de Maslow, plus on a des tendances qui mènent vers le coaching. Donc, et ça, c'est vraiment une grande raison de positiver dans notre métier. Euh, Néanmoins, ça nécessite, c'est que nous, dans notre façon d'aborder le client, qu'on soit à la hauteur. Et Mm. on ne peut pas se permettre d'attendre de facturer ce dont le client est capable de dépenser si on va lui rendre le service des années 80. Mm. Donc, si il est nécessaire qu'on lui rende le service de 2024. Mm. Okay, ça c'est vraiment. Mais voilà, donc les indicateurs de marché, les évolutions. Je vais chez Nespresso pour te donner un exemple parallèle. On m'explique les origines des différents cafés. On reçoit, il y a des gens qui sont polis et bien habillés, et c'est une expérience 5 étoiles pour acheter du café. Mhm. Et je sors de là avec 90 € de café, quoi. Donc, Mhm. on me dépasse mes attentes, on me prête de l'attention, on me dit, premièrement, on m'offre une dégustation. OK, donc ça dépasse mes attentes. Je suis venu pour voir si j'allais acheter des capsules de café. Donc, je prends des capsules aromatisées noisettes. OK, la personne fait une deuxième dépassement de mon attente. OK, il voit quel type de capsule et il me propose quelque chose de similaire. Il voit que Mhm. j'achète des capsules Mhm. aromatisées. Et il me présente, on a un autre type de capsule aromatisée avec un goût caramel. Est-ce que ça Mhm. vous plairait de goûter, monsieur? Donc déjà, la personne a fait l'attention de regarder quel type de capsule et il me propose quelque chose de semblable. Et en Mhm. plus que ça, il m'offre une dégustation. Il me fait un double dépassement de mon Mhm. attente de consommateur. Là, je suis waouh! Et là, je vais super, c'est génial. Je veux bien en acheter des capsules caramel. Et Mhm. j'ai fini par acheter 2 fois plus de capsules de café.
À 90 €. Oui, Ouais, j'apprécie. ouais, ouais. Et ils sont bien habillés, OK. ils sont polis, ils sont serviables, ils viennent pas ici, monsieur, vous voulez une grande tasse, une petite tasse, une allongée, une courte. Ouais, Mhm, génial. Donc, ils sont vraiment connectés avec mes attentes. Et si on peut produire ce genre de service aujourd'hui, les clients mhm. sont super méga ravis. Les Et comme attentes changent, les opportunités sont là. C'est à et, nous d'en profiter et d'y voilà. arriver. Et donc, si vous savez Super. connecter avec les besoins des gens, mais ça nécessite que vous écoutez, Mhm, vous apprenez à écouter, que mhm, vous mettez de côté vos propres attentes, votre propre façon de voir les choses. Et les entraîneurs personnels sont biaisés vers une non-écoute de ça parce qu'ils ont appris un tas de détails techniques. Et mhm, ça mène à avoir un esprit critique. Et OK, c'est bien d'avoir un esprit critique, mais quand quelqu'un est en train de vous expliquer ce que lui, il a besoin, c'est pas le moment. mhm, C'est pas le moment de dire aux gens, eh oh, du con, on ne peut pas brûler des graisses localement. Quand quelqu'un est en train de vous expliquer que mhm, ça ne lui plaît pas d'avoir de la graisse autour du ventre ou sur les fesses, OK, mhm. et qu'il a envie de se débarrasser de ça, OK, il est en train de s'exprimer. Donc, il n'est nullement utile à ce moment-là. De le corriger. Ah, non, mais corriger Mhm, l'autre parce je que je comprends. veux lui montrer que c'est moi qui ai raison. Mhm, Et on est entraîné à faire du débat technique, mais ce n'est pas une question de démontrer celui qui a raison. mhm. C'est une question d'aider la personne à juste D'aider la personne. exprimer le truc qui lui fait mal. Mhm. Et si on n'arrive pas à faire ça, c'est dommage. Mais celui qui veut travailler sur ses compétences à faire ça, waouh, il y a un boulevard de croissance qui vous attend. Et ça c'est Super. vraiment une grande raison de positiver. Bien. Excellent. Ben, merci beaucoup, David. J'apprécie ces idées-là de savoir, de bifurquer un petit peu vers la direction qui est magnifique pour nous tous, au-delà de où on est en ce moment. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être au lit avec nous aujourd'hui. S'il y en a qui veulent rejoindre David, les informations sont toutes dans les notes et sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Je te souhaite un 2024 merveilleux. Une année qui va être remplie de belles choses et de toujours de voir ces progrès-là à l'intérieur de l'industrie. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, David. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.